peut être très longue sinon. Je suis effectivement déléguée de RTE, donc c'est le réseau de transport d'électricité. Qu'est-ce que le réseau de transport d'électricité? C'est les autoroutes de l'électricité, pour schématiser un peu. Donc on gère le réseau du 63 000 volts au 400 000 volts au niveau France, au niveau global. Sur ce réseau, donc on l'exploite, on le maintient, on le développe et on s'assure qu'il puisse accueillir toutes les évolutions, toutes les demandes de raccordement sur ce réseau, qu'on soit consommateur d'électricité, qu'on soit producteur. C'est donc sur le réseau. Alors évidemment, gros consommateur d'électricité, puisqu'on va avoir les distributeurs d'électricité qui sont raccordés sur ce réseau-là, comme Enedis par exemple, qui est le distributeur qui ensuite distribue aux particuliers. Sur ce réseau, on doit assurer en permanence l'équilibre entre la production et la consommation. Cet équilibre, il est assuré au niveau national. C'est des équipes qui travaillent 24 heures sur 24, bien évidemment, et qui nécessitent donc une opération très temps réel, mais qui nécessite une très grande anticipation pour s'assurer la sécurité d'alimentation électrique de tous en permanence. Donc cette très grande anticipation, on le fait sur du court terme. Quelle météo il va y avoir la semaine prochaine et quels moyens de production j'ai pour satisfaire la consommation que je prévois, si c'est les vacances scolaires ou pas, par exemple. Et donc cette expertise-là, on l'a développée notamment pour établir des futurs énergétiques 2050, dont vous avez sans doute entendu parler. Ce sont des schémas prospectifs qui nous placent en 2050. Alors pourquoi 2050? Puisqu'il y a un enjeu de décarbonation de la France, de tous les pays, enfin un objectif qui est fixé dans la stratégie nationale bas carbone de la France, qui fixe décarbonation de la France. Et donc, à partir de là, c'est un certain nombre d'usages réalisés, ou en tout cas d'utilisation de produits fossiles qui vont être décarbonés, et donc une électrification plus importante. Alors pour présenter les futurs énergétiques 2050, on a une petite vidéo de 2 minutes qui est pas très longue, mais qui pourra vous expliquer un peu les grands principes qui ont été retenus comme hypothèse de base pour réaliser ces études-là, qui ont été concertées pendant plus de 2 ans avec toutes les parties prenantes. Et je reprendrai la parole après pour effectivement vous donner peut-être un peu plus en détail ces futurs énergétiques. Donc, quelle consommation en 2050 ? Quels sont les différents mix de production que l'on peut avoir pour satisfaire la consommation que l'on aura ? Est-ce que j'appelle Monsieur Verlinde pour ce qui est des aspects techniques de la projection, ou quelqu'un de l'Académie du Morvan? Bon. Bon, je vais peut-être commenter un petit peu le temps que... Oui, alors il y a 2 possibilités. Ouais, soit on met le micro en effet sur la sortie, soit vous commentez en direct. En tout cas, vous pourrez après revenir sur les... Sinon, il faut arrêter les images au fur et à mesure. Effectivement... Sinon, il faut revenir au début, peut-être. Je veux bien essayer de commenter en direct, mais là, il faut que je prenne du recul. Je vais me lever. Alors, donc, effectivement, l'objectif 2050 de neutralité carbone, c'est un enjeu important pour tous. Voilà, c'est pas que pour la France, bien évidemment. Donc, c'est dans 30 ans et il faut s'y prendre dès maintenant. Aujourd'hui, la consommation énergétique en France, elle est de 1600 TWh. On vise une consommation d'énergie, alors c'est la stratégie nationale bas carbone, de 930 TWh, avec donc 40% d'efficacité énergétique qui sont prévues en base, et donc un certain nombre de mesures qui doivent y conduire. Et donc,
pour aboutir, alors je pense qu'il faudrait peut-être l'arrêter un petit peu là, ce sera plus facile pour moi de commenter au fur et à mesure. Et donc 40% d'efficacité énergétique, qui sont établis dans la stratégie nationale bas carbone qui a été établie pour la France. La part de l'électricité dans les 1600 TWh qu'on consomme aujourd'hui d'énergie, la part de l'électricité représente que 25%. Quand on se projette en 2050, où à partir de là, il n'y a plus d'énergie fossile, bien évidemment, la part de l'électricité va représenter, alors dans les visions qu'on a aujourd'hui, évidemment, 55%. Alors plus ou moins 55%, bien évidemment, avec des scénarios qui peuvent être des scénarios alors je vais revenir sur les scénarios juste après, des scénarios de sobriété, avec une consommation qui peut être un peu plus faible, ou des scénarios de réindustrialisation forte. Si on réindustrialise beaucoup de choses qui sont délocalisées aujourd'hui et qui reviennent, où on produit les produits ici, ça veut dire que forcément, on va consommer plus d'électricité. Donc pour établir ces scénarios et pour regarder le mix énergétique, on a commencé par la consommation. Donc on peut peut-être lancer. Quelle va être la consommation en 2050, consommation d'électricité? Donc il y a 3 scénarios. Il y a un scénario de référence, de sobriété et de réindustrialisation forte, où effectivement le fait de décarboner, forcément va amener une consommation d'électricité plus importante. Au niveau de l'habitat, au niveau du transport, qui sont des lieux de consommation très importants, avec de l'efficacité énergétique. Alors, voilà, dans le scénario de référence, vous avez cette consommation d'électricité en augmentation de 16-60%. Donc il y aura plus de consommation d'électricité. Donc effectivement, comment allons-nous produire cette électricité-là? Et donc dans ce scénario, effectivement, on va regarder des mix. Je pense qu'on passe au mix de production, là, juste après. 2 options. Allez-y. Ah, c'est pas évident sans le son. Honnêtement... Donc on a 2 défis. On a 2 défis, ça va être produire plus d'électricité. Et le deuxième défi, c'est on a un parc nucléaire qui est vieillissant, qui est historique, qui a été construit dans les années 80 de façon très importante. Et donc c'est quel moyen de production pour remplacer ce parc de production nucléaire? Donc les défis sont très importants, effectivement. Et donc on présente 6 scénarios. Là, je pense que ça a plus de sens. Parce qu'on est sur le... Je vais revenir directement, parce que là, il faut le son. Quand même, c'est compliqué sans son. Je vais les synthétiser plus rapidement. Quel mix de production? Et donc, on présente 6 mix de production différents qui permettent d'atteindre 2050, de satisfaire les besoins de consommation en 2050. Dans ces mix de production, il y en a 3 qui conduisent à 100% d'énergie renouvelable et 3 scénarios avec du nouveau nucléaire. Dans les scénarios qu'on présente, c'est des scénarios qui nous permettent d'assurer en permanence jusqu'en 2050, puisqu'on a calculé 200 chroniques météo heure par heure pour s'assurer que heure par heure jusqu'en 2050, on satisfasse bien toujours les besoins de production et de consommation dans des conditions d'évolution climatique, puisqu'on a intégré aussi les conclusions du rapport GIEC de l'année dernière en termes d'évolution climatique, de température, de climat, de conditions météo. Donc tous ces éléments-là ont été intégrés dans tous ces mix de production, donc de 100% d'énergie renouvelable. Donc il y en a 3, avec un rythme plus ou moins important d'atteinte des 100% d'énergie renouvelable. Mais pour ne pas arrêter toutes les centrales en même temps, puisqu'il y en a qui ont été construites de façon très rapprochée, il y a eu des années, il y a eu plus de 7 ou 8 centrales nucléaires qui ont été mises en service en même temps. Évidemment, on le lisse un peu dans le temps. Et dans les scénarios avec du nouveau nucléaire, bien, ça va de scénarios où on imagine, alors c'est des propositions de la filière, de ce qui leur semble faisable, d'aller jusqu'à 6 ou 8 centrales nucléaires construites jusqu'en 2050, jusqu'à 14 EPR construits en 2050. Et puis jusqu'au scénario où on atteint 50% d'énergie nucléaire dans le mix énergétique, où là, c'est 14 EPR plus des SMR, des
petits modules d'énergie nucléaire qui seraient installés. Dans tous ces scénarios-là, même celui où il y a le plus de nucléaire, la nécessité d'investir dans les énergies renouvelables est indispensable. C'est une des conséquences fortes que l'on a, c'est de ces scénarios, c'est qu'effectivement, il y a urgence à se mobiliser, il y a urgence à développer les énergies renouvelables et à un rythme plus important que celui que l'on a aujourd'hui, que l'on constate, alors que ce soit du photovoltaïque. Je vais prendre juste un exemple pour le photovoltaïque, celui où il y a le plus de photovoltaïque pour avoir des énergies renouvelables, notamment de façon décentralisée. C'est plus de 200 gigawatts, alors ça ne vous donne pas une notion d'ordre de grandeur de ce que ça représente, mais c'est une toiture sur deux qui avec du photovoltaïque. On a des scénarios où c'est plutôt des grands parcs solaires qui permettent du coup une mutualisation plus forte et au niveau et moins de raccordement réseau. Et tous ces scénarios-là, on les compare en termes de coûts. Quel coût ça peut avoir, quel comparaison ça peut avoir à partir d'un certain nombre d'hypothèses. Donc on fait même des stress tests pour voir si on fait varier un certain nombre d'hypothèses, qu'est-ce que ça donne. On regarde l'impact environnemental, qu'est-ce que ça représente comme couverture. On regarde l'impact sociétal, on regarde l'impact... Enfin voilà, on a regardé tous les différents impacts. En termes de coûts, on a intégré tous les coûts en termes de coûts complets, cycle de vie complet de chacune des filières. Voilà, il me reste 2 minutes, donc c'est très court. Voilà, donc ça, je vous ai donné, brossé le portrait des futurs énergétiques 2050 dont vous avez déjà entendu parler par la presse. L'objectif de cette étude, c'est de montrer qu'il y a plusieurs chemins possibles. C'est de montrer les enjeux qu'il y a derrière, de les illustrer, de comparer les choses, et puis après de donner les moyens au pouvoir public, politique, de décider et de choisir en toute connaissance de cause, je dirais, enfin en tout cas avec la meilleure connaissance qu'on peut avoir aujourd'hui, et c'est des scénarios qui ont été complétés par d'autres, par l'ADEME ou par d'autres, avec des visions différentes. Ou Négawatt, par exemple. Donc voilà, ça c'est la vision globale d'évolution du mix énergétique. Je voulais juste compléter un petit peu sur la région Bourgogne-Franche-Comté, vous dresser un peu le portrait, le bilan électrique de la région Bourgogne-Franche-Comté, qu'on vient de sortir il n'y a pas très longtemps, qui permet de dire que c'est une région qui produit 21% précisément de l'énergie qui consomme, pardon, je vais le mettre dans le bon sens, qui produit 21% de l'énergie qu'elle consomme. Donc c'est une région qui est importatrice à toutes ses frontières avec les régions voisines ou avec la Suisse, mais enfin c'est plus des interconnexions au niveau France. Donc c'est une région qui produit 21% de l'énergie qu'elle consomme, et dans sa production d'électricité, plus de 80% est d'énergie renouvelable. Voilà, qui a donc en gros 17% de l'énergie qu'elle consomme, c'est de l'énergie à base d'un mix énergétique renouvelable. Donc voilà un peu les grandes caractéristiques que l'on peut avoir au niveau de la région Bourgogne. Et donc c'est le réseau qui assure en permanence cette solidarité électrique que l'on a entre les différentes régions, qui permet d'avoir à chaque instant du courant, même si on n'en produit que 20% de ce qu'on consomme. Voilà, j'ai été assez rapide, je ne suis pas allée sur le schéma de raccordement des énergies renouvelables. Mais peut-être que ce sera... On l'abordera lors des échanges, mais peut-être compter sur moi aussi pour vous le rappeler, peut-être dans le cadre de cette table ronde. Merci, on peut l'applaudir. C'était une gageure de tenir 8 minutes. Bravo, merci à vous. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Guy Ourkabi. Vous êtes donc le président du CIEN et le président de la SEM Nièvre Énergie. Vous avez voulu parler, me semble-t-il, du CIEN comme un partenaire solidaire des collectivités pour faciliter la mise en œuvre de la transition énergétique et de l'économie circulaire. Comment fait-on dans un territoire rural comme celui du Morvan? C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, le CIEN, c'est une institution qui est née en 1946 avec la loi de nationalisation de l'énergie, comme tous les syndicats d'énergie de France, notamment dont vient ma voisine de droite qui représente Lyon. Donc je vais parler au nom de mes 3 collègues des syndicats voisins, puisqu'en Bourgogne nous avons 4 syndicats qui sont départementaux.
Alors nous avons une compétence qui nous a été donnée par la loi, c'est-à-dire la gestion de la distribution d'électricité au travers des réseaux que l'État a confiés aux communes, et les communes les ont transférés aux syndicats d'énergie comme le syndicat de la Nièvre. Et nous avons un locataire de nos réseaux qui est un concessionnaire qui est Enedis, et qui est chargé donc d'entretenir ces réseaux en bon père de famille pour y faire circuler les électrons que les producteurs et vendeurs lui confient. Voilà. Notre syndicat est parti donc de l'électricité et du gaz, comme beaucoup, mais après on s'est beaucoup diversifié et aujourd'hui notre rôle dans le département est quasi quotidien. Je dis souvent qu'un maire, le matin en se levant, sait qu'il va rencontrer le syndicat d'énergie au moins une fois dans la Nièvre, puisque nous avons 13 compétences et que nous sommes en gros, comme l'a dit Christian Paul il n'y a pas très longtemps, le couteau suisse des communes de la Nièvre. Voilà. Notre responsabilité au départ, c'est donc l'énergie, mais après, on s'est diversifié beaucoup autour des gros problèmes du moment que sont les problèmes d'efficacité énergétique, mieux consommer, moins consommer ou consommer de façon plus raisonnable. Et nous avons mis en place beaucoup de choses, notamment pour aider les communes, des conseillers en énergie partagée, qui sont à la disposition des communes et qui vont ici ou là faire le bilan bâtimentaire de ces collectivités locales, voir quel est le bilan énergétique des bâtiments, ensuite faire des propositions et suivre les rénovations de ces bâtiments afin de les rendre plus raisonnables en matière de consommation d'énergie. Il faut savoir que dans le département, on a fait une étude bilan avec le conseil départemental à l'époque, avec un coup de pouce de la région, sur la stratégie énergétique. Et donc ce bilan nous a prouvé que la situation du bâti, notamment Nivernais, mais aussi tout autour, était compliquée. On a des bâtiments qui sont très anciens. Pas isolés du tout, puisque c'était des bâtiments construits à une époque où l'énergie ne coûtait pas trop cher et où les soucis environnementaux n'étaient pas de mise. Donc on aide les communes à faire ce bilan d'audit énergétique de leurs bâtiments et ensuite, au travers des solutions qu'on leur propose, on les suit. Et on a même mis en place des programmes pour aider les collectivités à financer des rénovations raisonnable des bâtiments en mettant en place un fonds annuel que nous répartissons entre des communes qui ont proposé des dossiers raisonnables. Et la rénovation énergétique est aujourd'hui une gageure, parce que c'est vrai que ça va coûter très cher, mais c'est une obligation absolument incontournable. L'État devrait nous y aider, le département y met un peu d'argent et la région de même. Donc on devrait pouvoir petit à petit améliorer la situation. 23% des foyers de la Nièvre sont en précarité énergétique. C'est-à-dire ils consacrent plus de 10% de leur budget familial uniquement à l'énergie dans le bâtiment. Donc il y a vraiment un gros problème, c'est 16% au niveau national, et nous on est à 23% en Nièvre. Donc il est urgent qu'on fasse beaucoup de choses. On a aidé donc aussi les particuliers, parce que théoriquement le CIEN travaille pour les collectivités, mais les Nivernais ont besoin d'avoir une aide, et on a créé l'agence locale de l'énergie de la Nièvre, que j'ai l'honneur de présider, avec d'autres partenaires, et nous aidons les particuliers à obtenir un diagnostic sérieux, indépendant, neutre, pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire dans leur bâtiment pour essayer de résoudre leurs problèmes de consommation. Et ensuite, on peut les accompagner en leur donnant des conseils et des listes d'entreprises qui sont capables de venir leur faire des propositions sérieuses de travaux. Voilà. Donc la sobriété énergétique aujourd'hui, c'est un enjeu qui est capital. Les collectivités ont évidemment une grosse part de soucis avec le problème de l'énergie, notamment dans les bâtiments. Donc nous aidons les communes à faire leurs travaux de bâtiment, savoir qu'est-ce qu'il convient de faire pour le faire le mieux.
Mais aussi, par exemple, sur l'éclairage public, nous avons un service au sein du CIEN qui travaille sur le problème de la consommation d'énergie en matière d'éclairage public, qui est un pôle important de consommation dans les budgets des communes. Et on est en train petit à petit de rénover tout l'éclairage public du département que les communes nous ont transféré à partir de LED connectés, c'est-à-dire de foyers lumineux moins consommateurs d'énergie, et en plus connectés, c'est-à-dire que toutes les informations du réseau nous arrivent directement sur nos bureaux à Nevers, et on peut intervenir directement. Je dis souvent qu'un maire apprend après nous que son éclairage public est en panne, parce que tout ça nous arrive directement. Et aujourd'hui, des communes comme par exemple, j'ai en tête une commune à Clamecy où on a fait énormément de changements d'éclairage public, c'est 58% d'économie d'énergie grâce au LED. Voilà, donc on va continuer ça partout à travers le département. On a commencé par, notamment dans le Morvan, faire un programme lumière que nous avons travaillé ensemble. On a supprimé tous les ballons énergivores, les ballons anciens, qui éclairaient plus vers le ciel que par terre. Et donc on a participé à l'élaboration de la charte raisonnable de l'éclairage public dans des territoires comme le Morvan qui méritait qu'on s'en occupe, parce qu'il y a des patrimoines qui étaient très énergivores et pas du tout optimum en matière d'éclairage public. Donc on a signé avec vous en 2014 une charte lumière pour le parc du Morvan, et les 4 syndicats de Bourgogne se sont ligués pour réussir et faire évoluer cet éclairage public. Et donc on continuera ainsi. Par exemple, une commune qui est pas très loin d'ici, l'Orme, la totalité de l'éclairage public de l'Orme va être bientôt complètement remplacée par des LED conformes à la charte lumière du PNR M. Et de même, on est en train d'attaquer Moulins-en-Gilbert, Semlé, Château-Chinon, campagne, pour parler des plus proches. Combien ? 1 minute, ça va être difficile. Bon, autre chose aussi, le déplacement en véhicule carboné, on est en train d'y travailler très fort, puisqu'on a mis en place un schéma de déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques. On est à 65 bornes aujourd'hui que nous mettons aux endroits où il nous paraît le plus judicieux. Il faut une borne tous les 20 km dans une circonférence de 20 km autour de la maison d'une personne, et ça nous fait une borne pour 2000 habitants maintenant dans le département de la Nièvre. Et on va continuer par un deuxième plan de déploiement de ces bornes. On me dit de me bousculer, donc je vais me bousculer. La production d'énergie renouvelable, j'ai bien entendu tout à l'heure Monsieur le Président, oui, on essaye d'être le plus raisonnable possible dans le déploiement des énergies renouvelables. Pour cela, on a créé une SEM, une société d'économie mixte Nièvre Énergie, dans laquelle le conseil départemental est membre et la région aussi. Et la région nous accompagne beaucoup en matière de financement et matériellement, et pour définir des choix et des stratégies. Alors, on a un certain nombre de moyens. Aujourd'hui, on a plus de 15 productions de chaleur à partir du bois énergie, et on a mis en place des réseaux de chaleur derrière ces productions de chaleur par le bois. Et notamment, aujourd'hui, on chauffe la ville de La Charité-sur-Loire grâce à ce bois énergie de proximité, puisque nous récupérons le bois autour de chez nous, avec notamment des exploitants agricoles qui ont passé des conventions avec nous et qui exploitent les accrus de leurs propriétés, c'est-à-dire les bois de haies, les bois de leurs friches et autres. Et on arrive comme ça à gérer au mieux la consommation de bois. On a créé aussi une plateforme qui est à Château-Chinon ici, dans le Morvan, et une autre qui est à Rix, sur lesquelles nous récupérons des bois que nous achetons ou que nous récupérons de ceux qui nous veulent bien nous en donner. Il est arrivé au conseil départemental, par exemple, de nous amener des accrus de bord de route que nous avons ensuite transformés en plaquettes et qui alimentent nos réseaux de chaleur.
Voilà, et on va continuer là-dessus. Par contre, on a fait pas d'éoliennes en direct. J'ai bien entendu Monsieur le Président tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut en mettre sur le Mont Beuvray, vous inquiétez pas. Sur le photovoltaïque, aujourd'hui, on est plutôt orienté, nous, le Sienne, sur les ombrières. Et c'est-à-dire qu'on est en train de couvrir petit à petit d'ombrières les parkings du circuit de Manicourt. C'est-à-dire ça aura deux rôles, c'est-à-dire protéger les véhicules et récupérer l'énergie solaire pour produire de l'électricité, ce qui fait qu'aujourd'hui, le circuit de Manicourt est plus producteur d'énergie qu'il n'en consomme. Et on va continuer comme ça. Voilà. Sur les terres agricoles, pour l'instant, nous avons mis les pouces en disant on ira uniquement sur des terres qui seront considérées comme non utilisables en matière d'agriculture raisonnée ou sur des territoires qui sont pollués et qu'il convient au contraire de valoriser. D'anciennes décharges, d'anciennes friches. Et on met aujourd'hui en œuvre la création d'un cadastre solaire pour apporter à tous les gens qui souhaiteraient avoir des informations sur la possibilité ici ou là d'utiliser l'énergie solaire pour produire de l'électricité ou de la chaleur. Et ça sera en œuvre en 2023. Il sera au point et on pourra l'utiliser. Encore une minute. Nous avons mis en œuvre une production d'électricité hydroélectrique dans les forges de la Chaussade à Guérini. On l'a inauguré il y a quelques semaines. Ça a été très long à obtenir parce que l'hydraulique c'est très bien, mais c'est très compliqué dans la mesure où il y a des lois, il faut les respecter et notamment les lois sur l'eau sont très contraignantes et il faut aussi veiller à ne pas polluer les rivières ou du moins tuer les poissons qui sont dedans. Donc voilà, il faut donc travailler de façon raisonnable, c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons depuis des années aider les communes, donc comme on l'a dit, à faire leur économie d'énergie. On va continuer à le faire. Et au travers de notre SEM, on leur donne des conseils lorsqu'ils ont des promoteurs qui viennent leur proposer monts et merveilles pour faire l'analyse, l'ingénierie autour des propositions qui leur sont faites et ensuite leur donner notre avis en leur disant là ça paraît raisonnable, là ça ne paraît pas raisonnable, ou si vous voulez que ça soit raisonnable, il faut exiger telle et telle chose. Et ensuite, si jamais d'aventure la commune décide de poursuivre, eh bien on les accompagnera jusqu'à la décision finale de mettre ou de ne pas mettre des énergies renouvelables sur leur territoire. Voilà, une aide aux collectivités, une aide aux particuliers. Le Sienne est aux côtés des collectivités nivernaises et de la population. Merci, Monsieur Ourkabi. Désolé de vous perturber, de vous chambouler, mais il y a beaucoup d'intervenants ce matin à cette table ronde. Du coup, je passe la parole à votre consoeur d'une certaine façon de la SEM Yonne Énergie, Madame Irène Eulrier. Vous avez voulu nous parler particulièrement du rôle des collectivités locales dans le développement des ENR et puis aussi nous parler de ce qu'est une SEM, comment c'est perçu par les collectivités, quel est l'intérêt. Voilà, dites-nous. D'accord. Merci, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de leur invitation. Moi, je vais venir un petit peu en complément de ce que vient de dire Monsieur Ourkabi. Je travaille donc dans une société d'économie mixte et je vais vous présenter ce que c'est que cet outil selon les connaissances préalables que vous en avez. J'espère que ça ne sera pas trop redondant si certains d'entre vous sont des spécialistes des sociétés d'économie mixte. Alors, qu'est-ce que c'est une société d'économie mixte? C'est une structure de droit privé dont l'actionnariat est majoritairement public, c'est-à-dire minimum à 50% et maximum à 85%. Donc il y a plusieurs SEM dans la région Bourgogne-Franche-Comté, Madame la conseillère régionale en a parlé tout à l'heure, qui ont été créées dans le domaine énergétique, la plupart du temps à l'initiative des syndicats d'énergie, même si certains départements peuvent en être actionnaires également, pour pouvoir, pour que ces territoires se dotent en réalité d'un outil d'investissement
dans les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'on va vers une production décentralisée. Les collectivités ont désormais la possibilité d'entrer au capital de certaines sociétés de production d'énergie renouvelable. Et alors ça, donc la SEM peut faciliter cette entrée en représentant d'une certaine manière les collectivités. Et d'autre part, cela permet, je pense, aux syndicats, du moins c'était le cas dans Lyon, de se dire qu'à terme, ils pourront avoir des recettes supplémentaires par rapport aux dotations d'État qu'ils perçoivent actuellement et qui pourraient diminuer à l'avenir. Dans Lyon, c'est très important de pouvoir avoir une SEM parce que nous avons entre 420 et 430 communes au gré des fusions de communes et ces communes sont très petites. Nous n'avons que 10 communes qui ont plus de 5000 habitants. Donc les communes, elles n'ont pas énormément de moyens pour investir dans des sociétés de production d'énergie renouvelable, et ce, d'autant que les collectivités sont assez limitées, puisqu'elles ne peuvent immobiliser. Alors avant c'était 5%, depuis la loi c'est 3DS, c'est 15%, mais que 15% de leurs recettes réelles de fonctionnement dans l'investissement dans la production d'énergie renouvelable. Et ce, pour une période de 7 ans, renouvelable une fois. C'est-à-dire que nos petites communes qui ont parfois de la DGF à hauteur de 120 000 euros par an, elles vont pouvoir immobiliser 15% de ces 120 000 euros pour la production d'énergie renouvelable. Autant dire, c'est rien. Elles ne peuvent quasiment pas être partenaires. Donc les SEM, qui sont des outils de droit privé et qui ne sont donc pas soumises à cette règle, peuvent servir pour agir en lieu et place des communes, même si les SEM sont soumises à des règles qui sont proches du code général des collectivités territoriales, notamment en matière d'achat. Il y a tout un tas de dispositions qui sont similaires à celles qui régissent les marchés publics. En tout cas, en matière d'investissement dans les énergies renouvelables, elles ne connaissent pas les limitations que connaissent les communes. Et c'est tout leur intérêt. En tout cas, c'est ce que nous efforçons de dire à nos communes, à savoir qu'il va y avoir des outils de production d'énergie partout dans notre territoire, qu'on le veuille ou non, en fonction des choix politiques qui seront faits ou non. Peut-être que ce sera beaucoup de photovoltaïque, peut-être que ce sera de l'éolien, peut-être que ce seront des microcentrales nucléaires, je ne sais pas, en fonction des choix que feront les habitants des territoires et les élus locaux. Mais dans tous les cas, si les collectivités souhaitent être investisseurs, l'outil juridique dans notre département qui est le plus approprié, eh bien, c'est la SEM. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cet outil qui n'est pas forcément connu. Que vous dire d'autre ? Que ces choix politiques, en effet, ils ne sont pas forcément évidents sur le terrain. C'est vrai que quand on regarde à une échelle macro, ça paraît très facile de fixer des objectifs. Quand on est sur le terrain et qu'on doit être aux côtés des communes et de certains développeurs ou en tête-à-tête avec les communes et qu'on doit faire des choix sur quel va être le type d'installation qui serait le plus approprié d'aménager dans le territoire, c'est pas évident. Et c'est là où je vais vous parler d'une autre caractéristique des SEM. Les SEM, elles sont donc gérées par des élus, puisque la représentation dans la gouvernance est proportionnelle à la détention du capital. En tout cas, dans notre SEM, c'est le cas, et que notre capital, il est détenu à 83% par le syndicat départemental d'énergie de Lyon. Donc ces élus, bien sûr qu'ils veulent être partie prenante de la production d'énergie dans le territoire. Enfin, ça, c'est le cas pour le moment. Il se pourrait qu'à un moment, certains élus du syndicat disent aussi, est-ce qu'il est raisonnable que nous immobilisions les moyens publics qui sont normalement dédiés à l'entretien de nos réseaux pour prendre des risques dans des unités de production d'énergie qui pourraient tout à fait être portées par des développeurs privés plutôt que par la collectivité.
c'est une question, c'est un choix politique, on a évoqué ces questions tout à l'heure, qui doit être fait et refait à chaque début de mandat. Pour l'instant, la volonté est forte dans l'Yonne de pouvoir être aux côtés du développement des énergies renouvelables, mais dans la mesure où nos administrateurs sont des élus, il est vrai qu'il y a toute une dimension politique qui interfère, si je puis dire, dans nos projets de développement. Merci beaucoup, Madame Elrier. Je rappelle qu'il y a une séquence de questions-réponses qui se fera à la fin de la séance vers 11h15. Donc vous aurez un quart d'heure à peu près avant la présentation d'Emma Pérussel pour poser toutes les questions que vous voulez à nos intervenants. Je préfère que les intervenants s'expriment dans un premier temps avant de vous donner la parole. Madame Elrier, merci beaucoup. Il a été question de financement. Alors je me tourne vers vous, Monsieur Gallardo, puisque vous devez avoir une présentation. Donc on va jouer au jeu des chaises musicales à nouveau. Donc vous êtes directeur projet ENR chez L-Site, qui est donc une entreprise d'investissement financier qui accompagne des porteurs de projets qui peuvent être publics. Et je crois que vous allez nous parler de 2 retours d'expérience, de 2 cas d'études mixtes, c'est-à-dire qui associe le privé et le public. Mais dans un premier temps, je me permets peut-être de vous laisser nous présenter qu'est-ce qui est L-Site. Que faites-vous exactement? Oui, bien sûr. Je vais mettre à droite de façon à... Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc je vais me permettre déjà de présenter la société L-Site et ce que nous réalisons. Aujourd'hui, donc, nous sommes une société privée. Donc, nous avons eu deux exemples auparavant sur des SEM et qui accompagnent de façon très très active dans nos territoires à la fois en fait toutes les volontés sur des développements et des améliorations énergétiques. Dans notre cas, nous sommes société privée qui sommes proches des territoires. La compagnie Énergie et Territoires, nous cherchons à accompagner des porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés. Nous accompagnons des EPCI, nous accompagnons des collectivités locales. Il nous est arrivé aussi d'accompagner le parc de Camargue, par exemple, aussi, sur les réflexions concernant les énergies renouvelables. Et quand nous parlons de réflexion, nous accompagnons aussi pour favoriser l'essor de projets sur les énergies renouvelables. Notre entreprise est investisseur. Nous ne sommes pas véritablement des développeurs, mais nous faisons de l'investissement aux côtés des porteurs de projets, qu'ils soient publics ou privés. Et donc finalement, nous apportons aussi notre savoir-faire, nous apportons aussi nos réseaux d'investisseurs qui vont être capables d'aider des porteurs de projets à amorcer leurs projets et à avancer en fait sur le table ronde, en fait le tour de table des investisseurs nécessaires pour les projets. Bien souvent, dans nos régions et dans nos projets ruraux, je dirais, les investisseurs ont du mal en fait les développeurs de projets ont du mal à créer leurs projets. Nous intervenons vraiment au tout début de ces projets, là où même les banques ne sont pas prêtes à apporter, ne sont pas prêtes à suivre, et nous intervenons très tôt justement dans ces projets pour accompagner. Notre entreprise travaille donc principalement sur de la biomasse. Nous avons des projets énergie-bois avec, vous avez par exemple la production des pellets de bois qui permettent de faire les chauffages. Nous devons parler tout à l'heure en fait de plaquettes bois pour le chauffage en fait les systèmes de chauffage de réseau. Nous travaillons aussi beaucoup sur le solaire, mais nous travaillons aussi sur des projets d'innovation, en particulier sur de l'agrivoltaïsme. Quand je parle d'agrivoltaïsme, là, ce ne sont pas uniquement des moutons, par exemple, au-dessus desquels vous allez retrouver des panneaux photovoltaïques, mais vous allez avoir des systèmes en intelligence artificielle qui travaillent avec des exploitations sur des fruits rouges, des plantes aromatiques, d'autres types d'exploitations et sur lesquels on va chercher, ou sur des arbres fruitiers, des vignes, et sur lesquels on va chercher d'abord le besoin de la plante,
au niveau ensoleillement, et ensuite on va prendre le complément de soleil pour la production énergétique. Ça va permettre aussi à l'agriculteur d'avoir un outil qui va permettre de protéger protéger les plantes et protéger en fait la source de production agricole. Les centrales à hydrogène qui commencent à se développer, ça a du mal à se développer. Nous intervenons, nous, sur Montpellier, actuellement, et nous avons un projet en Bretagne en complément avec un projet d'agrivoltaïsme, c'est-à-dire 16 hectares sur du fruit rouge, un agriculteur qui s'installe, des panneaux photovoltaïques qui produisent un tiers de la production d'énergie nécessaire pour la centrale à hydrogène qui sera à côté. Donc la centrale à hydrogène devient du stockage énergétique qui est produit par les panneaux photovoltaïques et que l'on va pouvoir ensuite utiliser pour des véhicules, pour la mobilité en fait locale et pour d'autres applications, les trains aussi. Alors, le projet que l'on vous présente ici, nous avons présenté aujourd'hui 2 projets. Donc il y aura une deuxième intervention qui aura lieu tout à l'heure dans l'après-midi par Jean Rapin, notre président. Le premier projet en fait qui va vous être présenté ici, c'est un projet d'autoconsommation collective étendue. Ça veut dire que là, on a une approche qui est territoriale, locale, sur la production et la consommation en circuit court, et qui englobe plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs ensemble. L'autoconsommation collective étendue, c'est une notion qui est assez récente. Jusqu'en 2019, l'autoconsommation collective, c'était pour représenter les choses un bâtiment HLM avec des panneaux photovoltaïques et puis des locataires qui recevaient l'électricité qui leur était vendue et qui était produite sur le bâtiment. À partir de la loi énergie-climat et la loi Pacte de 2019, avec des décrets d'application en 2020, il est possible maintenant de faire une production électrique avec plusieurs producteurs, plusieurs consommateurs, dans un rayon de 2 km. Et donc, nous avons là un exemple sur Étang-sur-Arroux, donc dans l'Autunois. Alors, nous avons accompagné le PCI, qui est la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan. Nous l'avons accompagné pendant 2 ans. Accompagné pour permettre à tous les élus, pour mettre en place son PCAET et permettre aux élus aussi des différentes communes de pouvoir sortir en fait des idées de projet. Là, il y a 112 intentions de projet qui sont venues, mais aussi au niveau des entreprises. À Étang-sur-Arroux, dans la zone d'activité économique d'Étang-sur-Arroux, donc qui est une commune de 2000 habitants, nous avons 6 entreprises et associations qui se sont déclarées intéressées pour développer de la production d'électricité. À ces 6 entreprises, le magasin Carrefour Contact aussi s'est déclaré intéressé un peu plus tard. Donc en fait, nous avons un groupement qui est un groupement dans une personne qui est groupée en fait dans ce que l'on appelle une personne morale organisatrice. C'est la loi 2019 qui indique ce groupement. Donc vous avez un ensemble de producteurs. Et la loi impose que l'on ait autant de producteurs et de consommateurs que l'on veut dans un diamètre de 2 km et avec une puissance maximum de 3 MW crête. Alors bien sûr, nous sommes loin des objectifs finalement que nous avons été présentés par RTE, mais vous voyez bien là que nous avons un projet qui est très intéressant parce que porté par des porteurs de projets privés et associatifs. Donc ce ne sont pas des moyens financiers en fait, on va dire publics, mais qui vont bénéficier aux bâtiments publics. Alors, juste 2 petits exemples. Le premier exemple, c'est Emmaüs, au niveau associatif. Donc, on a une autre association qui est MFR, la Maison Familiale et Rurale aussi, qui est dans le groupement. Mais Emmaüs, avec des panneaux photovoltaïques en toiture ou en ombrière. Et puis, un autre exemple, qui est la société Nolo, une société industrielle qui est spécialisée dans le filetage et l'usinage, qui, elle, en fait, a un projet en fait en toiture et ombrière. Il y en a encore d'autres. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour tous les autres, mais c'est pour vous donner 2 exemples. Qu'est-ce qui se passe finalement? C'est que cette entreprise-là, aujourd'hui, a une toiture qui est amiantée. Elle va changer sa toiture qui est amiantée, en profiter pour mettre des panneaux en fait bac acier en fait isolant, qui va lui permettre d'améliorer sa consommation énergétique annuelle. Et en même temps, sur ces panneaux, nous allons poser les modules photovoltaïques de production d'électricité. Cette électricité-là va lui servir
pour son usage personnel. Il y a d'abord un premier niveau qui est de l'autoconsommation individuelle. On efface la facture avant même d'arriver au compteur. C'est-à-dire que c'est de l'énergie qui est produite localement et consommée au niveau local, au niveau de l'entreprise, sans avoir aucune interaction avec Enedis, avec RTE, au niveau du bâtiment. Et puis ensuite, vous avez du surplus. Le surplus d'énergie, en fait, il va partir vers d'autres entreprises ou des particuliers ou des bâtiments en fait, municipaux. C'est bon. Donc en fait, au niveau de ces surplus, eh bien, ce partage, vous allez avoir ce partage d'électricité qui va se faire. Il n'y a pas de câble, c'est pas physique. Dans un projet comme celui-ci, il n'y a aucune différence par rapport à un projet photovoltaïque classique. C'est que du comptage. Ça marche par en fait intelligence artificielle, par aussi sur ces systèmes de blockchain pour sécuriser tous les transferts. En fait, on compte simplement l'électricité qui est produite à un certain moment et celle qui est cédée, vendue en fait aux uns et aux autres. Nous avons en fait une PMO qui va communiquer à Enedis en fait, sur une fréquence d'un mois, la production, les consommations qui sont faites par chacun. Donc il n'y a pas de câble, il n'y a rien du tout, c'est la même installation que vous feriez normalement, sauf que là maintenant, en fait, vous avez une structuration globale. Le résultat, c'est que nous avons bénéficié, tout d'abord, je tiens à le dire, d'une subvention de la communauté de communes et puis de la région sur l'association qui a été créée de ces porteurs de projets. Cette subvention, bien, je vous remercie beaucoup pour l'appui parce qu'elle permet de couvrir un fort pourcentage des études. Il y a des études de faisabilité, des études de structure pour savoir si les bâtiments vont porter correctement les panneaux. Il y a du juridique, comme vous l'avez compris. Là, on se trouve entre le public et le privé. Il y a des questions de droit. Le productible, il est de 1560 MWh. 50% de la consommation actuelle de tous ces porteurs de projets va être locale, produite par eux. Et donc ce qui est intéressant dans ce projet, finalement, c'est que c'est un projet qui est à initiative privée et associative. Donc 6 producteurs d'électricité, mais 21 points de livraison. Dans ces 21 points de livraison, nous livrons de l'électricité à tous les bâtiments de la commune d'Étang-sur-Arroux et à tous les bâtiments de la communauté de communes qui se trouvent sur la commune d'Étang-sur-Arroux, ainsi que sur les porteurs de projets. Il est envisagé dans l'avenir aussi de pouvoir ouvrir la livraison d'électricité à d'autres entreprises, mais aussi à des particuliers. Cet exemple que vous avez ici, c'est un ancrage local avec des entreprises locales. Vous avez une production circuit court. Si je reviens à la présentation d'RTE au début, de ma consoeur, et je vous remercie, en fait, ce qui est très très intéressante, une grosse partie de l'électricité qui est transportée est perdue. On parle en fait perdu sur les réseaux. En fait, il y a des pertes énergétiques. Oui, 2%. Mais bon, c'est quand même... là, on parle de 2-3% sur une consommation au niveau de l'État, en fait, au niveau du pays. Nous sommes quand même... Donc, les solutions locales sont intéressantes parce qu'elles permettent de valoriser l'économie locale. Elles permettent, puisque là, vous voyez, il y a des taxes qui vont revenir aux communes, communautés de communes. Ça permet de valoriser des entreprises qui sont locales. On essaie de développer vraiment et puis d'éviter des pertes de transport et d'apporter, en fait, au mix énergétique qui vous a été présenté au départ, qui sera nécessaire pour l'avenir en fait en France, et d'apporter en fait une contribution locale au mix énergétique. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est bien, vos interventions se font écho les unes les autres. Le tableau peu à peu se dessine par petites touches. On a démarré par une vision, on va dire, macroscopique, et on descend les échelles progressivement jusqu'à aller dans l'habitat individuel ou collectif. C'est à ce moment-là, je me tourne vers Monsieur Ferreira de la société Itskin, parce que donc on a beaucoup parlé depuis ce matin d'acteurs publics. Il y a aussi des entreprises privées innovantes, et vous, chez Itskin, vous fabriquez un système de chauffage, je crois, assez innovant. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Merci. Oui, ça,
Bonjour. Pour commencer, je dois m'excuser parce que j'irai cannibaliser votre langue un petit peu, mais ce n'est pas ma langue mère. Alors, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement de la production de chaleur, mais aussi de le stockage de chaleur. Un des grands problèmes des bâtiments, d'après la Deuxième Guerre surtout, c'est que la construction est plus faible en termes structurels, en termes thermiques, parce qu'on utilise moins de matériaux et des matériaux plus légers. Et au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, parce qu'on utilise du bois et du métal léger, avec les besoins de l'efficacité énergétique, nous avons besoin de consommer moins d'énergie, n'importe laquelle, fossile ou électrique, pour la production de chaleur. Ce que nous avons, c'est une forte isolation dans les bâtiments, mais l'isolation, ça veut dire que la chaleur rentre et produise là-dedans, mais il faut la faire sortir après. Parce qu'en hiver, tout se passe bien, mais en été, l'énergie qui rentre, elle ne sort pas. Et comme elle ne sort pas, nous avons deux façons de le faire. Ou climatiser, avec plus d'électricité que pour chauffer en hiver, ou ouvrir les portes et les fenêtres et dormir dehors. Okay. Il y a aussi une troisième petite option, que c'est ouvrir les portes ou les fenêtres pendant la nuit, parce que la France, heureusement, a au moins 10 degrés de décalage entre la journée et la nuit. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas nécessairement Itskin. Itskin, c'est une partie de l'entreprise de ce que je fais partie. C'est Blue Energy Solutions. Blue Energy Solutions a le siège ici à Nevers. Elle ira produire des membranes de production de rayons infrarouges lointains que, avec très peu d'énergie, chauffe les gens. Parce qu'elle chauffe les objets. C'est exactement la copie de ce que nous avons avec le soleil. En hiver, même en montagne, la température peut être moins 10. Si nous sommes au soleil, nous sommes chauds. Si nous sommes à l'ombre, nous sommes froids. C'est si facile que ça. Alors c'est un chauffage sain, écologique, non toxique, beaucoup moins de puissance pour le faire produire la chaleur. Et à côté de ça, nous utilisons un autre matériau aussi dans les nanotechnologies, que c'est la masse thermique intelligente, que c'est une batterie thermique qui fait le stockage de l'excès de chaleur et le déplace pour le temps quand nous avons besoin. Par exemple, en hiver, pendant la journée, nous pouvons charger ces batteries, cette masse thermique, avec pas seulement le chauffage provenant des membranes ou des radiateurs, mais aussi du soleil qui rentre dans les logements et le restituer pendant la nuit. Ça veut dire que la température de confort reste constante pendant toutes les 24 heures. Okay? Et comme le confort est ce qui commande les thermostats,
si nous avons le confort automatiquement réglé parce que la pièce, le bâtiment a une réaction directe à une température de confort, alors c'est tout fait, hein, nous sommes toujours confortables. Et c'est si facile que ça. Cette batterie est aussi fabriquée avec des nanoparticules, est aussi non toxique, est aussi écologique. S'il y a un problème, que quelqu'un le perce ou quoi que ce soit, ce n'est pas un problème parce que il n'y a pas d'impact environnemental. Tous les deux matériaux ont une durée de vie normalement, on peut dire plus de 50 ans. Mais en vérité, c'est plus proche d'un siècle. Okay? Donc c'est pas un problème. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé que des pièces pour les maisons, mais si on envisage une surface comme celle-là, par exemple, on stocke, si chaque personne dégage 80 Wh, ça veut dire qu'on stocke beaucoup d'énergie quand on y va et les prochains viennent, c'est tout bien. Ça veut dire la même chose pour les écoles, pour les églises, pour tout ce qui est bâtiments publics, bureaux. Alors les applications sont infinies, vraiment. Et nous sommes en train de parler maintenant seulement sur la plage de confort. Alors entre les 18-20 degrés et le 24-26 degrés hein, maximum. Alors dans cette plage de travail seulement. Nous pouvons travailler de moins 40 jusqu'à 85 degrés. Okay? Alors pour stocker l'eau chaude, par exemple, pour les magasins de stockage, nous pouvons travailler pour les supermarchés, pour toutes les applications où nous avons besoin de transformer l'énergie électrique en énergie thermique, nous pouvons stocker et la déphaser, la dégager plus tard. Ok? C'est bien? Ok. Merci Monsieur Ferreira. On n'a que 4 minutes de retard, ce qui est une prouesse. Merci à nos intervenants. Alors, on s'applaudira cet après-midi si on tient toujours les délais. Merci beaucoup. Donc, vous avez eu beaucoup de des retours d'expérience, des points de vue macroscopiques au niveau de l'habitat, au niveau de la technique, au niveau de l'organisation de l'énergie. Et pendant 10 minutes jusqu'à 11h35 si je ne me buse. Est-ce que je ne sais pas quelle heure il est. Oui, 11h35. Pendant 10 minutes, je vous passe la parole. Je propose en effet que celles et ceux qui veulent prendre la parole lèvent la main. On leur donne le micro parce que je vous rappelle que c'est enregistré, donc c'est toujours mieux de parler dans le micro. Et je propose qu'on prenne 3 questions et qu'ensuite nos intervenants y répondent. Et si on a le temps, on reprendra 3 autres questions. Voilà. Merci. Et se présente, bien sûr. Et dès que vous prenez le micro, s'il vous plaît, présentez-vous. Merci. Une pour RTE. Vous nous avez dit que la région Bourgogne-Franche-Comté ne produisait que 21% de son énergie, mais je n'ai pas compris, c'était que pour l'électricité ou toutes énergies confondues. Et la deuxième question, c'est plutôt pour M. Ourkabi. Vous nous avez parlé des réseaux de chaleur par le bois, et vous nous avez dit on incite les agriculteurs à s'occuper de leurs haies. On prend également le bois que nous donnent les agriculteurs dans leurs friches et également ce que nous donne le conseil départemental quand il fait les haies. Je suis surpris que vous ne mentionniez pas
le bois qui peut venir éventuellement des forêts, sachant qu'on a 35% du département qui est en forêt. J'ajoute que je suis président d'un syndicat de forestiers. Merci. On va prendre encore une autre question, si vous en avez une, n'hésitez pas. Non. Oui. Allez-y, vous avez un micro derrière vous. Non. Super. Merci beaucoup. Merci pour vos questions, pour vos remarques. Donc, je crois qu'il y en a deux qui s'adressent à Madame Melrier. Madame Bertin, peut-être devoir répondre, et Monsieur Ourkabi aussi. Je propose que la parole soit distribuée comme ça pour les 5 minutes qui nous restent avant l'intervention suivante. D'accord, merci. Merci de votre intérêt pour ces différents sujets. Je vais essayer d'être rapide. Donc, sur la notion de risque, monsieur, je crois que vous soulevez un point intéressant qui est le fait qu'il y a plusieurs sens au mot risque, et vous avez parlé du risque pénal des élus, qui apparemment sont mis en cause dans ce projet dont je ne connais pas le détail, et aussi du risque économique. Mais d'après ce que je comprends, le projet est en effet développé, même si des dividendes ne seraient versés qu'à un horizon de temps assez lointain, ce qui est à peu près pas très étonnant, parce que, si vous voulez, le risque économique, c'est d'investir de l'argent qui n'aboutisse à rien, où on enregistre une perte sèche. Après, la durée de vie et le cycle économique des ENR est extrêmement long, et ça fait partie des difficultés que rencontrent les élus, parce qu'on a des retours sur investissement bien après la durée d'un mandat. Or, on doit rendre des comptes au bout de 6 ans. Donc, quand on dit à des élus qu'on va toucher des dividendes dans 14 ans, une fois que les comptes courants d'associés auront été remboursés, peut-être, je ne connais pas. Mais si vous voulez... Tout à fait. Mais donc, moi, je ne connais pas ce dossier en particulier. Je réponds juste sur la notion de risque. En effet, les élus, ils peuvent prendre un risque d'immobiliser de l'argent
qui sera investi à perte. Ils peuvent éventuellement encourir un risque pénal, mais ça, normalement, on peut s'entourer de conseils pour éviter que ce soit le cas. Et puis après, il y a la durée de vie des projets et leur cycle économique qui ne relèvent pas véritablement du risque, mais simplement d'un modèle que les élus doivent intégrer et qui n'est pas facile d'intégrer du fait des cycles politiques locaux et nationaux d'ailleurs. Sur la deuxième question qui était par rapport à ce déboisement, etc., je pense que si ce que vous dites est avéré, c'est un peu excessif de déboiser toute cette forêt pour 6 éoliennes, et je ne suis pas sûre que le préfet en donne l'accord. Après, sur la concertation, juste un mot. Il est vrai que les enquêtes publiques jusqu'à présent intervenaient vraiment en toute fin d'instruction, et M. Castex a proposé qu'elles soient placées plus en amont pour qu'en effet l'avis du public soit mieux pris en compte. Ce que vous dites est vrai. Il faut mieux prendre en compte l'avis du public, mais après, ce que je peux ajouter, c'est que le préfet est attaqué à la fois par les développeurs et à la fois par les associations anti-éoliennes à chaque fois qu'une décision est prise. Il y a un cadre national, il y a des services de l'État qui essaient d'instruire le mieux possible, il y a des objectifs à remplir en matière de production d'énergie. Et non, mais on pourra en parler après, peut-être, parce qu'on n'a pas tellement de temps. On pourra en parler ensemble. On est toutes les deux, ils connaissent, donc on se retrouvera au déjeuner. Oui, merci beaucoup. En effet, le buffet, vous savez que le buffet a un rôle central dans ce genre de journée, c'est de poursuivre les discussions qui ne peuvent pas avoir lieu à la tribune. Donc, n'hésitez pas à profiter de la présence des spécialistes, de cet auditoire pour échanger. Je me permets de passer la parole à Mme Bertin. Vous voulez répondre ? Oui. Voilà. Madame Bertin et Monsieur Ourcavi pour clore cette table ronde. Oui, merci. Oui, pour répondre très clairement à la question, c'est 20% de la production électrique de la région Bourgogne-Franche-Comté qui est consommée en Bourgogne-Franche-Comté. Donc les 80 autres % qui viennent des autres régions, et je parle donc que de l'électricité, je ne parle pas toute énergie. Bien. Je réponds donc sur les achats de bois. Alors d'abord, on est soumis au marché public. Donc nous lançons des marchés publics. Répond qui veut. Il se trouve qu'il y a des forestiers qui ont répondu et à qui nous achetons des bois. Il y a aussi des collectivités locales comme la commune de Varzy, par exemple, qui a 700 hectares de bois et qui répond de temps en temps en nous vendant des coupes que nous faisons couper, mettre en long et qui sont ensuite ramenés sur nos plateformes de Rix ou de Château-Chinon et qui sont en fonction de proximité. On s'arrange toujours d'avoir un problème de sécurité dans la proximité des achats et des fournitures. Et puis après, on fait appel à une CUMA qui a été d'ailleurs aidée par le conseil départemental de la Nièvre jadis, qui vient nous faire les plaquettes. Et nous stockons les plaquettes sur nos plateformes, mais ne vous inquiétez pas, nous achetons du bois aussi aux forestiers. Je suis moi-même propriétaire de forêt, donc mais je n'en vends pas au syndicat d'énergie, ne vous inquiétez pas. Mais enfin, voilà, il y a des fournitures diverses et variées. C'est vrai que par exemple pour la chaufferie bois de Chaluis, on a un accord avec un groupe de forestiers. Que pour celle de Millet aussi pareil, c'était la commune qui gérait avec 3 exploitants agricoles locaux les fournitures de bois. Et ça se passe depuis 20 ans comme ça se passe bien. Mais vous inquiétez pas, on achète aussi du bois. Évidemment, on reste uniquement sur des accrus. On ne prend pas de bois d'œuvre ou quoi que ce soit. Il est bien spécifique que nous n'utilisons que des bois qui n'ont pas de vocation avec des bois de valeur, notamment de bois d'œuvre. On avait aussi une possibilité sur la Charité-sur-Loire. À l'époque, on avait essayé de voir avec le tonnelier local, n'est-ce pas, pour acheter des bois qui ne passaient pas sous forme de tonneaux.
Sauf qu'il a un marché avec la Belgique pour que ces bois soient transformés et reviennent sous forme de lamellé collé ou de je sais pas quoi exactement, de bois compressé. Mais non, ne vous inquiétez pas, nous travaillons aussi avec les forestiers de la Nièvre. Très bien. Oui, Monsieur Verlaine, vous voulez... Oui, moi j'aurais une question, même si je passe le micro. Une question donc, par rapport à la sobriété énergétique. Donc, pour Monsieur Ferreira, donc vous avez donc mentionné donc, les produits que vous diffusez. Et en termes d'économie d'énergie, par exemple, qu'est-ce que ça peut impliquer sur la facture énergétique? Quelles sont les économies que l'on peut réaliser? Et surtout, est-ce que vous avez des échantillons sur vous à nous montrer? Voilà. Merci. Alors, les économies sur le chauffage, elles vont avec les deux produits ensemble, de 50 à 80% de l'énergie en comparaison avec une pompe à chaleur. En hiver et à 100% en été. Alors, j'ai là un exemple d'une membrane de nanocarbone que c'est posé derrière le placo sous le sol, plancher chauffant, ou au mur, comme on veut, ou en tableau, hors des murs. Et c'est quelque chose un petit peu plus lourd. Ça, c'est une natte de masse thermique intelligente que se pose de la même façon que les membranes, sur les membranes et sous l'isolation du plafond, ou au sol, ou au mur, comme on veut. Celle-là a une puissance de 300 watts par mètre carré, ce qui équivaut à que nous avons besoin plus ou moins pour une pièce ancienne, mal isolée, autour de 60 à 70% de la surface couverte pour ça. Et ça a une plage de réglage entre 20 et 26 degrés. C'est là. Okay. Ça, pour quel coût, M. Ferreira? Pour quel coût? Oui. Pas très cher du tout. Alors, non, je peux vous répondre. C'est relativement moins cher qu'une installation pompe à chaleur. Okay. Les deux, hein? Les deux ensemble, oui. On peut les faire séparer et on peut les faire ensemble, comme on veut. Mais j'ai ici un autre petit exemple qui paraît quelque chose de différent, mais ça, était développé express pour les cabinets des antennes GSM pour les téléphones portables, parce qu'ils ont besoin d'être à une plage de température relativement correcte. Et ce que ça fait, c'est pendant la journée, ça absorbe l'excès de chaleur et le redonne pendant la nuit. Et ça évite les problèmes avec les ordinateurs que nous avons besoin d'avoir dans les cabinets et tout ça.
Mais en même temps, par exemple, ici, au Morvan, nous sommes en montagne, il y a un problème de maintenance des antennes, par exemple. Parce qu'il faut aller dans les endroits difficiles d'accès pour faire une chose que peut-être fait par une pièce tout simple comme ça. Okay. Merci beaucoup. Il est temps de remercier nos 5 intervenants de ce matin. Donc Madame Bertin, Monsieur Ourkabi, Madame Meulrier, Monsieur Gallardo, Monsieur Ferreira. Merci beaucoup. Je vous demande de regagner la salle. Merci à vous. Et sans plus attendre, on va accueillir Emma Pérussel. Emma, vous êtes chargée de mission énergie au Parc naturel régional du Morvan. Et votre intervention s'intitule « La construction d'un mix énergétique au regard des spécificités du territoire ». Ok. Et donc, je sans plus attendre la parole à Monsieur Mathieu pour En attendant là, qu'on projette donc et je laisse la parole à Emma, je vais vous dire un petit mot au nom du parc. Donc, c'est que dans la charte du parc 2020-2035 dont je vous parlais en introduction, nous nous sommes fixés un grand objectif très ambitieux, c'est d'essayer de parvenir à l'autonomie énergétique du territoire à horizon 2035. Donc en cela, eh bien, je remercie l'Académie du Morvan d'avoir proposé cette journée, parce que c'est clairement le sujet, l'objectif, c'est voir comment est-ce qu'on peut y parvenir. C'est très très ambitieux, je ne sais pas si on pourra y arriver. Et tout simplement parce que en fait, nous sommes des ogres énergétiques. Et c'est bien tout ça notre problème, c'est le problème de notre société. Cette fameuse transition énergétique dont on parle tant. En fait, tout le monde dans lequel on vit, tout le monde tel qu'on le connaît, tout ce qu'on produit, tout ce qu'on consomme, tous nos déplacements, dépendent d'une quantité colossale d'énergie et essentiellement d'une énergie abondante et plutôt bon marché et facile d'utilisation que sont les énergies fossiles. Est-ce que vous savez aujourd'hui, à l'échelle de la planète, quelle est la proportion d'énergie fossile consommée, enfin, dans notre consommation énergétique? Parce qu'on parle beaucoup des énergies renouvelables. Alors, qui dit 80? Bon, il y a des spécialistes là dans la salle, ouais. Voilà, il paraît qu'aujourd'hui, c'est environ 85%. Voilà, donc c'est dire, ça veut dire que sortir des énergies fossiles, ça veut dire se passer de ce qui aujourd'hui représente 85% de nos consommations. Autant dire que c'est assez redoutable. Et tous ceux qui s'intéressent au sujet le savent. En fait, la première des choses, c'est d'économiser l'énergie. La première des choses à faire. Il n'y a pas d'énergie idéale. Quand on passe en revue, alors le débat a été lancé, il est riche, il y a une controverse, et tant mieux, entre nucléaire, renouvelable. Bon, en fait, il n'y a pas d'énergie idéale, il n'y a pas d'énergie propre. Aucune énergie n'est propre. Tout système de production d'énergie demande de l'investissement en matière, en béton, en métaux, demande lui-même de l'énergie pour être fabriqué. Toute installation, tout système de production d'énergie a une durée de vie donnée et au bout d'un moment, il faut le renouveler. Donc voilà, le challenge est élevé. Et en fait, l'énergie, alors, si on peut dire qu'il est l'énergie idéale, je dirais la moins propre et la plus propre, la plus propre et la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc la priorité des priorités dans toutes nos politiques, ça doit être avant tout la sobriété et l'efficacité. Donc la sobriété, c'est modifier nos comportements pour consommer moins. Je vais prendre un exemple. La sobriété, c'est si je dois aller en réunion à Dijon, peut-être y aller moins souvent. Et puis l'efficacité, c'est trouver d'autres systèmes qui nous permettent d'économiser de l'énergie. Non, attendez, je vais le dire autrement. L'efficacité énergétique, c'est si je dois aller à Dijon en réunion, j'y vais, je continue, je ne modifie pas mon comportement, je vais en réunion, mais j'y vais avec une voiture qui consomme moins. Puis la sobriété, c'est un changement de comportement. C'est j'arrête d'aller en réunion à Dijon et je fais des visioconférences. C'est la nuance entre les deux. Et c'est là-dessus qu'on doit mettre le paquet. Et puis un exemple, à mon avis, le premier des chantiers, c'est l'efficacité énergétique dans le bâti. Là aussi, tous ceux qui s'intéressent au sujet le savent, Guy Ourkabi l'a rappelé. Il y a cette fameuse précarité énergétique aussi. Et le meilleur rapport coût-efficacité pour 1 euro investi dans une politique énergétique, on le sait, c'est dans l'isolation des bâtiments. Ça permet à la fois de réduire la consommation d'énergie, c'est bon pour la planète. Ça permet aussi de réduire la facture énergétique pour les occupants. Voilà, c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire. Et en plus, ça crée de l'emploi, et de l'emploi non délocalisable. Donc,
Donc sobriété, voilà, du comportement des bâtiments. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je suis désolé. Donc voilà, pour poser les... Oui. Hier, la région a été prise une décision, j'aimerais que vous interveniez dessus, puisqu'il a été décidé qu'il ne pouvait pas y avoir de réunion hybride, c'est-à-dire présentiel et, vous n'étiez pas là, mais présentiel et visio, pour des raisons de cohérence de nos réunions. Je regrette en effet que cela n'aille pas dans le sens que vous imaginez et que je partage volontiers. Alors, c'est peut-être parce que pour l'avoir expérimenté, les formats hybrides sont très compliqués. Alors, c'est peut-être qu'on n'a pas les bons systèmes de visioconférence. Je ne sais pas. Moi, toutes les réunions hybrides auxquelles j'ai participé étaient bancales. Hein. Souvent, il y a une partie des participants qui n'entendaient pas les autres. C'était compliqué. Vaut mieux être en total présentiel ou en total visio, à mon avis. Mais voilà. Bon, merci, Bon. merci beaucoup. La journée est riche. Je me suis réjoui trop vite. Parce qu'on avait gagné du temps. Et là, on a perdu en 15 repère. minutes. Et oui, et parce que le président du parc est bavard, je le sais. Non, mais c'est Bon. intéressant. On sait que les débats sont riches, passionnés. Voilà, donc je vais vous laisser, et Emma, passionnants. nous présenter. Laissons la